C'était l'an 218. Rome, une cité bâtie sur les ossements des dieux et des géants, était sur le point de recevoir son nouveau maître, non pas un général aguerri ou un politicien rusé, mais un garçon de 14 ans, un prêtre syrien, d'une étrange pierre noire et conique. Son nom était Varius Avitus Bassianus, mais l'histoire se souviendrait de lui sous le nom de son dieu, Elagabal. Il arriva non pas avec la dignité stoïque d'un Auguste ou d'un Trajan, mais dans un tourbillon de soie, de cosmétiques et de musique exotique, un scandale vivant qui respirait, promettant de déliter le tissu même de l'identité romaine. Ce n'était pas un simple changement de souverain, c'était une invasion de la tradition, un rêve fiévreux d'extase religieuse et de rébellion sexuelle sur le point de consumer le cœur du plus grand empire du monde. Le pouvoir à la fin de l'Empire romain était un calice empoisonné, un prix gagné et conservé non par la loi ou la lignée seule, mais par l'acier froid et dur des légions. L'ère des 5 bons empereurs n'était plus qu'un souvenir lointain et ensoleillé, remplacé par le chaos des empereurs-soldats et les machinations brutales de la garde prétorienne. Pour comprendre l'ascension d'un prêtre-enfant au trône, nous devons d'abord nous aventurer dans les suites sanglantes de la dynastie des Sévères. Septime Sévère, un général africain, avait pris le pouvoir en l'an 193, établissant une monarchie militaire qui reposait sur la loyauté de l'armée, une loyauté qu'il conseilla fameusement à ses fils d'acheter à n'importe quel prix. Son fils, Caracalla, prit ce conseil à cœur, régnant en despote brutal, dont le règne fut marqué par l'extension universelle de la citoyenneté romaine, une mesure moins éclairée que destinée à élargir l'assiette fiscale, et par son propre assassinat en 217. L'architecte de sa mort fut son préfet du prétoire, Macrine, un homme de rang équestre, un bureaucrate qui avait osé rêver de la pourpre impériale. Macrine commit une erreur fatale. Il tenta d'être un empereur raisonnable et économe à une époque qui exigeait le spectacle et la largesse militaire. Il s'aliéna l'armée, l'institution même qu'il avait fait roi, en essayant de revenir sur les généreuses augmentations de solde de Caracalla pour les nouvelles recrues. Ce fut une bévue qui lui coûterait la vie et son héritage. Pendant que Macrine tâtonnait avec les rênes du pouvoir à Rome, une tempête se préparait en Orient, dans l'opulente cité d'Émèse, brûlée par le soleil. C'est là que vivaient les dernières ramifications de la dynastie des Sévères, une famille de femmes syriennes puissantes et ambitieuses. À sa tête se trouvait Julia Maesa, la formidable sœur de la défunte impératrice Julia Domna, l'épouse de Septime Sévère. Maesa était une maîtresse du théâtre politique et de l'intrigue, une femme qui comprenait qu'à Rome, la perception était la réalité, et qu'une bonne histoire, même inventée, était plus puissante que n'importe quelle loi. Elle avait 2 filles, Julia Soaemias et Julia Mamaea, et chacune avait un fils. Le fils de Soaemias était Varius Avitus Bassianus, le grand prêtre héréditaire du dieu soleil Elagabal. Le fils de Mamaea était Alexianus, qui serait plus tard connu sous le nom de Sévère Alexandre. Julia Maesa vit en son petit-fils, le beau et charismatique prêtre-enfant Bassianus, l'outil parfait pour reconquérir le pouvoir de sa famille. Elle commença à tisser une tromperie magistrale, un mensonge qui trouverait un écho auprès des soldats mécontents des légions voisines. Elle répandit la rumeur que Bassianus n'était pas le fils de son père putatif, mais qu'il était, en fait, le fils illégitime du bien-aimé et assassiné Caracalla. Elle présenta le garçon, vêtu de soieries fines, les yeux soulignés de colle, aux soldats de la 3e Légion gallique. Elle leur rappela le nom des Sévères, l'or que Caracalla leur avait prodigué, et elle ouvrit ses propres coffres immenses, promettant une fortune à quiconque soutiendrait la cause de son petit-fils. Les soldats, déjà méprisants envers l'avare Macrine, n'eurent guère besoin d'être persuadés. Ils virent le garçon, ils entendirent le nom de Caracalla, et ils virent le scintillement de l'or. Le 6 mai 218, ils déclarèrent le prêtre d'Elagabal, âgé de 14 ans, véritable empereur de Rome. Macrin, apprenant la rébellion, envoya une force pour l'écraser, mais les légionnaires, face au fils supposé de Caracalla et à la promesse de richesse, firent défection. Le vent avait tourné. La confrontation finale eut lieu à la bataille d'Antioche le 8 juin. La garde prétorienne de Macrine se battit avec une férocité disciplinée, mais l'empereur lui-même, un homme plus à l'aise avec la paperasse que sur un champ de bataille, perdit son sang-froid et s'enfuit. Sa lâcheté scella son destin. Il fut capturé et exécuté, sa tête envoyée au nouvel empereur comme un trophée macabre.
le chemin vers Rome était désormais ouvert. Le Sénat, cette institution ancienne et désormais largement édentée, n'eut d'autre choix que de ratifier la décision de l'armée. Ils déifièrent officiellement Caracalla et reconnurent le garçon, désormais appelé Marcus Aurelius Antoninus Augustus, comme le souverain légitime. Le nom était un élément de propagande soigneusement choisi, le reliant à la fois à la vénérée dynastie des Antonins et à son père supposé. Mais le garçon avait un autre nom qu'il préférait, le nom de son dieu, Elagabal, et c'était ce dieu, et non les dieux de Rome, qu'il avait l'intention de servir. La ville attendait son nouvel empereur avec un mélange d'espoir et d'appréhension, ignorant qu'elle allait assister à un règne si bizarre, si sacrilège, si totalement étranger à ses traditions qu'il resterait gravé dans les annales de l'histoire comme une mise en garde sur le pouvoir absolu exercé par un esprit désancré de la réalité. Le roi de l'orgie arrivait. Le voyage de la Syrie à Rome ne fut pas une simple transition géographique, ce fut une procession de l'étrange, un spectacle ambulant qui servit de prélude au séisme culturel sur le point de frapper la capitale. Elagabal ne voyagea pas comme un empereur romain, mais comme un roi prêtre d'Orient. Il était accompagné d'une suite de courtisans syriens, d'eunuques et de musiciens, une caravane vibrante et bruyante qui scandalisa les éléments les plus conservateurs des provinces qu'elle traversait. La pièce maîtresse de cette procession n'était pas l'empereur lui-même, mais son dieu. La pierre noire d'Émèse, le Béthyle d'Elagabal, était logé dans un magnifique char tiré par 6 chevaux blancs que l'empereur lui-même conduisait souvent à reculons, les yeux fixés en adoration sur l'idole conique. Cette image seule fut un choc profond pour la psyché romaine. Un empereur, le Pontifex Maximus, le grand prêtre de la religion d'État romaine, s'humiliant devant une pierre étrangère, était une inversion de l'ordre établi. Les dieux de Rome étaient les protecteurs de l'État, leurs rituels et traditions étant étroitement liés à l'identité et au succès de la ville. Jupiter Optimus Maximus, Junon et Minerve étaient des symboles de la gravita et de la puissance romaine. La dévotion publique d'Elagabal envers sa divinité personnelle, au-dessus de toutes les autres, n'était pas seulement une question de foi personnelle, c'était une déclaration politique, une proclamation que les anciennes coutumes allaient être balayées. Son apparence était tout aussi discordante. Il rejeta la toge traditionnelle et la tenue militaire de ses prédécesseurs au profit de robes de soie fluides et colorées, d'un maquillage épais et de bijoux élaborés. On le voyait souvent les yeux peints, les joues fardées, une pratique que les Romains associaient aux coutumes les plus décadentes et efféminées de l'Orient et aux prostituées. C'était une performance délibérée, un rejet visuel des idéaux romains d'austérité masculine et de vigueur martiale. Il ne se présentait pas comme un princeps, un premier citoyen, mais comme une divinité vivante, un monarque dans la tradition hellénistique, un concept anathème aux sensibilités républicaines persistantes de l'élite romaine. Les tâches administratives de l'Empire, quant à elles, furent laissées à sa grand-mère, Julia Maesa, et à sa mère, Julia Soaemias. Maesa, la véritable architecte de son ascension, comprenait la nécessité de maintenir un vernis de tradition romaine, même si son petit-fils le démantelait. Elle travaillait sans relâche en coulisses, gérant la bureaucratie, apaisant les sénateurs et tentant d'atténuer les dégâts causés par le comportement de plus en plus erratique d'Elagabal. Soaemias, en revanche, semblait se délecter des excès de son fils, encourageant son fanatisme religieux et assumant un rôle sans précédent, et pour beaucoup, scandaleux, dans la vie publique. Elle reçut le titre d'Augusta et assista même à des sessions du Sénat, une violation choquante du protocole dans un monde où la sphère politique était exclusivement masculine. Les sources, en particulier la fameuse et peu fiable Histoire Auguste, dépeignent un gouvernement dirigé par une cabale de femmes et de Syriens efféminés, un récit conçu pour émasculer l'empereur et horrifier un public romain patriarcal. Les nominations de l'empereur aux hautes fonctions alimentèrent davantage l'indignation. Il contourna le cursus honorum traditionnel, le parcours de carrière établi pour les aristocrates romains, pour élever ses propres favoris, dont beaucoup furent choisis non pour leurs compétences ou leur expérience, mais pour leurs attributs physiques, ou leur volonté de participer à ces débauches. Des cochers, des danseurs, des barbiers et des cuisiniers auraient reçu des postes puissants et lucratifs, y compris le commandement de légions et les gouvernorats de province. Son chambellan et probablement un bel esclave carien nommé Hiéroclès se vit accorder une influence immense.
l'empereur se délectant, dit-on, d'être appelé la reine et l'épouse d'Hieroclès. Un autre favori était le cocher Gordius, qui fut nommé préfet des vigiles, la police et les pompiers de la ville. Ces nominations constituaient une attaque directe contre les privilèges et le prestige des ordres sénatorial et équestres, les classes dirigeantes traditionnelles de l'Empire. C'était une chose pour un empereur d'avoir des favoris de basse extraction, mais c'en était une autre de leur donner un pouvoir légitime sur leurs supérieurs sociaux. Ce n'était pas seulement de la corruption. C'était une révolution sociale, un bouleversement de l'ordre naturel qui frappait au cœur même du système de classe romain. La ville de Rome, qui avait attendu près d'1 an son nouveau souverain, était sur le point de recevoir non pas un sauveur, mais un cataclysme culturel. Les rapports qui le précédaient parlaient de rituels étranges, d'un dieu sous la forme d'une pierre noire, d'un empereur qui s'habillait en femme et promouvait ses amants aux plus hautes fonctions de l'État. Pour le peuple, cela aurait pu être une source de commérage curieux. Pour le Sénat et la garde prétorienne, les 2 piliers du pouvoir dans la capitale, c'était une source de crainte grandissante. Ils avaient accepté une restauration sévérienne, mais ils allaient avoir droit à une révolution religieuse syrienne à la place. Dès son arrivée à Rome en l'an 219, Élagabal ne perdit pas de temps pour mettre en œuvre sa principale ambition, la transformation complète de la religion romaine. Son but n'était pas simplement d'introduire son dieu dans le panthéon romain, une pratique courante pour les empereurs originaires des provinces. Il avait l'intention de supplanter Jupiter lui-même, de faire du dieu soleil d'Émèse, Sol Invictus Élagabal, la divinité suprême de l'Empire romain. C'était une révolution religieuse d'une ampleur et d'une audace sans précédent. Son premier acte majeur fut la construction d'un magnifique temple sur le mont Palatin, la plus sacrée et la plus politiquement significative des 7 collines de Rome, demeure traditionnelle des empereurs et site de la fondation de la ville. Ce temple, l'Elagabalium, fut construit pour abriter la pierre noire, désormais enchâssée dans un somptueux sanctuaire en or. Pour consacrer ce nouveau centre de culte, Élagabal commit un acte de profond sacrilège. Il ordonna le transfert des reliques les plus sacrées de la religion romaine à l'Elagabalium, les subordonnant ainsi à son dieu. Cela incluait la flamme éternelle de Vesta, le Palladium, une statue de Pallas Athéna que l'on croyait sauvée de Troie, et les boucliers sacrés de Mars. Selon lui, il ne détruisait pas ces traditions mais les absorbait, créant un syncrétisme religieux où tout pouvoir divin émanait de sa seule et suprême divinité. Pour les Romains, cependant, c'était une profanation, une violation de la Pax Deorum, la paix entre les dieux et les mortels qui assurait la prospérité et la sécurité de la ville. Les rituels eux-mêmes étaient aussi étrangers que le dieu qu'ils honoraient. Élagabal, dans son rôle de grand prêtre, célébrait des cérémonies quotidiennes qui étaient un festin de surcharge sensorielle. Au son des cymbales, des tambours et des flûtes, il dansait en cercles extatiques autour de l'autel, vêtu de ses plus belles soieries, le visage peint. Des sacrifices somptueux étaient faits, non seulement des animaux habituels, mais aussi des hécatombes, des sacrifices de 100 bœufs, à la fois le sang coulant à flots dans le temple. L'air était épais de la fumée de l'encens et de l'odeur de la chair brûlée. Bien que ces spectacles aient pu divertir une partie de la plèbe urbaine, ils horrifiaient l'aristocratie. Les cérémonies religieuses romaines étaient traditionnellement des affaires solennelles, dignes et précises, régies par des siècles de procédures établies. Le style de culte frénétique, émotionnel et profondément personnel d'Élagabal était considéré comme barbare et indigne, plus proche d'un culte à mystères étrangers que de la religion d'État d'un empire mondial. L'aspect le plus scandaleux de son projet religieux fut le mariage divin qu'il orchestra. Pour fournir une épouse à son dieu, Élagabal choisit d'abord Minerve, l'une des déesses les plus aimées et les plus importantes de Rome. Il fit amener sa statue à l'Élagabalium pour qu'elle soit rituellement mariée à la pierre noire. Lorsqu'il décida que Minerve était trop belliqueuse, il annula le mariage et choisit à la place la déesse carthaginoise Tanit, connue des Romains sous le nom de Caelestis, une figure de mère céleste dont le culte était populaire en Afrique du Nord. Cette union fut célébrée par d'énormes festivités et, plus importante encore, exigea du peuple de Rome qu'il fournisse une dot pour la nouvelle épouse divine, un impôt à peine voilé qui remplit davantage les coffres de l'empereur. Mais l'acte de sacrilège ultime fut son propre mariage. En tant que grand prêtre d'Élagabal, l'empereur se considérait comme l'incarnation vivante du dieu. Par conséquent,
son propre mariage était le reflet de l'union divine. Il brisa l'un des tabous les plus sacrés de Rome en épousant Aquilia Severa, une vierge vestale. Les vestales faisaient vœu de célibat pendant 30 ans, et la rupture de ce vœu était un crime capital, traditionnellement puni en étant enterrée vivante. Qu'Élagabal non seulement prenne une vestale pour épouse, mais déclare publiquement qu'il le faisait dans l'espoir de produire des enfants semblables à des dieux, était un acte d'arrogance et d'impiété suprême qui provoqua une onde de choc dans toute la ville. Il divorça d'elle et épousa plusieurs autres femmes, dont l'aristocrate Annia Faustina, une descendante de Marc Aurèle, dans une brève tentative d'apaiser le Sénat, avant de retourner auprès d'Aquilia Severa. Ces scandales matrimoniaux, combinés à sa révolution religieuse, créèrent un puissant cocktail de ressentiment. Il n'était pas seulement un mauvais empereur, il était un hérétique, un blasphémateur qui mettait activement en colère les dieux et mettait en péril l'existence même de Rome. Les murmures contre lui au Sénat et dans les casernes prétoriennes se firent plus forts, alimentés par un puissant mélange d'indignation religieuse, de frustration politique et de profond dégoût culturel. La vie personnelle de l'empereur fut une source de scandale et d'indignation tout autant que ses réformes religieuses, une attaque incessante contre toutes les normes romaines de sexualité, de genre et de décorum. Les récits historiques, écrits par ses ennemis, sont une litanie de débauches, un catalogue de perversions probablement exagérées à des fins de propagande, mais enracinées dans un fond de vérité indéniable. Élagabal rejeta les rôles de gens rigides de sa société avec un zèle flamboyant et sans complexe. Il était, de l'avis de tous, une figure d'une profonde fluidité de genre dans un monde qui n'avait aucun cadre pour la comprendre au-delà de la condamnation morale. Les sources, en particulier Dion Cassius et Liblima Histoire Auguste, le décrivent comme se délectant d'être appelé non pas empereur ou seigneur, mais reine, maîtresse, et l'épouse de son amant, le cochécarien Hiéroclès. Il aurait offert des sommes considérables à tout médecin capable de le transformer chirurgicalement en femme, un détail qui, qu'il soit vrai ou non, témoigne de la profondeur de son identification à une persona féminine. Son palais sur le Palatin fut transformé d'un centre d'administration impériale en une scène pour son théâtre personnel de l'identité. Il s'épilait le corps, portait des perruques et se parait à la manière d'une prostituée, allant jusqu'à, prétendument, établir un lupanar dans le palais où il sollicitait personnellement des clients. Il imitait les voix et les manières des femmes, et ses relations avec les hommes n'étaient pas conçues selon le modèle romain traditionnel de la masculinité dominante et pénétrante, mais dans un rôle soumis et réceptif que les Romains trouvaient profondément méprisable et émasculant. Si les relations homosexuelles n'étaient pas rares dans la Rome antique, elles étaient régies par des protocoles stricts de statut et de pouvoir. Un homme de haut rang pouvait avoir des relations sexuelles avec un homme de rang inférieur, comme un esclave ou un prostitué, tant qu'il maintenait le rôle dominant et actif. Pour un empereur, l'homme le plus puissant du monde, assumer volontairement le rôle passif, féminin, était une inversion complète de ce code, un abandon de l'autorité masculine, considéré comme synonyme d'un abandon de l'autorité politique. Sa relation avec Hiéroclès fut la plus publique et la plus scandaleuse de ses affaires. On disait qu'Élagabal était éperdument amoureux du beau carien, entrant dans des colères jalouses et se soumettant à ses violences physiques, se réjouissant d'être battu comme un signe de l'affection de son amant. Il souhaitait faire déclarer officiellement Hiéroclès César et son héritier, une manœuvre que sa grand-mère, Julia Maesa, bloqua rapidement, la reconnaissant comme une impossibilité politique qui déclencherait une révolte immédiate. Une autre figure éminente de son cercle intime était Aurelius Zoticus, un athlète de Smyrne dont les prodigieux attributs physiques attirèrent l'œil de l'empereur. Zoticus fut amené à Rome, reçut le titre de Cubicularius, chambellan, et fut rapidement marié à l'empereur lors d'une somptueuse cérémonie publique. Cependant, leur mariage fut de courte durée, car Zoticus tomba en disgrâce, prétendument après avoir échoué à satisfaire l'empereur, et fut rapidement exilé. Ces relations n'étaient pas menées en privé. Élagabal semblait prendre un plaisir pervers à choquer le public, à bafouer les conventions mêmes qui définissaient un homme romain. Ces banquets étaient légendaires, non pour leur importance politique, mais pour leur théâtralité bizarre et souvent cruelle. Les invités pouvaient être assis sur des coussins gonflables qui se dégonflaient, les faisant tomber dans l'eau, où on pouvait leur servir des repas entièrement faits de répliques d'aliments en verre ou en pierre. Dans un récit tristement célèbre,
On dit qu'il aurait fait tomber une pluie de pétales de roses si abondante du plafond lors d'un festin que plusieurs invités seraient morts étouffés, une histoire qui, bien que probablement apocryphe, capture parfaitement le mélange de plaisir esthétique et de cruauté désinvolte qui définissait sa réputation. Il s'entoura d'une cour d'individus partageant les mêmes idées, un soi-disant sénat de femmes, présidé par sa mère, qui aurait décrété des règles sur la mode, l'étiquette et les types de voitures pouvant être utilisés par chaque classe de femmes. Bien que cela n'ait peu être été qu'une formalisation de l'influence traditionnelle des femmes impériales, ses ennemis le présentèrent comme un autre signe du monde à l'envers, un royaume où les femmes et les hommes efféminés détenaient le pouvoir tandis que les véritables vertus romaines étaient bafouées et rejetées. L'effet cumulatif de ce comportement fut politiquement catastrophique. Le Sénat, déjà aliéné par ses politiques religieuses et ses nominations politiques, vit dans sa vie personnelle la confirmation ultime de son inaptitude à gouverner. La garde prétorienne, l'élite militaire hypermasculine qui servait de garde du corps à l'empereur, était particulièrement dégoûtée. Ils avaient juré de protéger l'incarnation du pouvoir romain, et ils se retrouvèrent à garder un souverain qui, à leurs yeux, était une parodie de tout ce qu'un homme romain devrait être. La loyauté qu'ils avaient montrée au fils de Caracalla se transformait rapidement en mépris. Alors que les scandales s'accumulaient et que le comportement de l'empereur devenait de plus en plus erratique, le véritable pouvoir derrière le trône, Julia Maesa, reconnut que la situation politique devenait intenable. Elle avait orchestré l'ascension de son petit-fils au pouvoir pour restaurer la dynastie de sa famille, mais ses actions menaçaient maintenant de la détruire entièrement. Sa création était un monstre qu'elle ne pouvait plus contrôler. Avec le pragmatisme froid qui la définissait, Maesa commença à pivoter, déplaçant son soutien de le flamboyant Elagabal à son autre petit-fils, le calme, sobre et bien plus traditionnellement romain, Alexianus. C'était une manœuvre calculée et dangereuse, un coup d'État orchestré de l'intérieur même de la famille impériale. La première étape de Maesa fut de persuader Elagabal d'adopter formellement son cousin comme son fils et héritier. Elle argua que l'empereur, en tant que grand prêtre, devait se consacrer entièrement à ses devoirs religieux et devait laisser les affaires terrestres et banales de l'État à un César. Elagabal, voyant peu être un moyen de se décharger des aspects fastidieux du pouvoir qu'il méprisait tant, ou peu être simplement trop naïf pour voir le piège qui lui était tendu, accepta. En l'an 221, Alexianus, âgé de 13 ans, reçut le titre de César et fut rebaptisé Marcus Aurelius Severus Alexander. Le contraste entre les deux cousins n'aurait pu être plus frappant, et Maesa s'assura que tout le monde le remarque. Alexandre fut présenté au Sénat et au peuple comme l'incarnation de la vertu romaine. Il eut pour tuteur des sénateurs et des érudits respectés, fut vêtu d'une simple toge et afficha une attitude modeste et sérieuse. Il était, en substance, tout ce qu'Elagabal n'était pas. Il devint le point de mire des espoirs de l'élite romaine traditionnelle, un reproche vivant à l'empereur en place. La garde prétorienne, en particulier, développa rapidement une profonde affection et une grande loyauté pour le jeune César. Ils voyaient en lui un retour à la normale, un futur empereur qui respecterait leurs valeurs martiales et restaurait la dignité du trône. Elagabal, cependant, n'était pas complètement aveugle. Il réalisa bientôt que la popularité croissante de son cousin était une menace directe pour sa propre position. Il voyait la façon dont les soldats et les sénateurs regardaient Alexandre avec respect, un regard qu'ils ne lui accordaient plus. Une jalousie paranoïaque commença à le consumer. Il fit plusieurs tentatives pour annuler sa décision, d'abord en essayant de dépouiller Alexandre de ses titres, puis, selon les historiens, en tentant de le faire assassiner. Chaque tentative échoua, déjouée par la vigilance de Maesa et de la mère d'Alexandre, Julia Mamea, et ne fit que consolider davantage la loyauté des prétoriens envers Alexandre. Il voyait l'empereur non seulement comme un dégénéré, mais aussi comme un tyran perfide prêt à assassiner sa propre famille. La situation atteignit son paroxysme lors d'une confrontation dramatique au sein du camp prétorien. Elagabal, dans un accès de rage, ordonna l'arrestation et l'exécution de certains des gardes qu'il croyait les plus loyaux à son cousin. Les prétoriens se mutinèrent, refusant l'ordre et exigeant de voir Elagabal et Alexandre ensemble dans le camp pour assurer la sécurité du César. Le 11 mars 222, l'empereur et son cousin, accompagnés de leurs mères respectives, Soaemias et Mamaea,
entrèrent dans la caserne prétorienne. Ce fut une erreur de calcul fatale. Les soldats se ruèrent immédiatement sur Alexandre, l'acclamant et ignorant l'empereur. Furieux, Élagabal ordonna l'arrestation des meneurs de cette manifestation d'insubordination. Ce fut l'étincelle finale qui mit le feu aux poudres. Les prétoriens, leur patience à bout et leur loyauté envers Alexandre absolue, se retournèrent contre lui. Le monde soigneusement construit du roi prêtre d'Émèse était sur le point de s'effondrer dans un torrent d'acier et de fureur. L'acte final avait commencé. La scène au sein du camp prétorien sombra dans le chaos avec une rapidité terrifiante. Les soldats, leur ressentiment latte, se transformant finalement en révolte ouverte, dégainèrent leurs épées. Leur cible était claire. L'empereur qui, pendant 4 ans, s'était moqué de leur tradition, avait insulté leur masculinité et menaçait maintenant la vie de leur successeur désigné. Julia Soaemias, voyant l'intention meurtrière dans les yeux des gardes, se jeta autour de son fils, essayant de le protéger de son propre corps. Ce fut un geste futile de désespoir maternel. Les prétoriens, leur soif de sang éveillée, étaient hors de toute raison. Ils la massacrèrent sans hésitation, sa mort n'étant qu'un prélude à l'événement principal. Élagabal, dépouillé de ses prétentions divines et réduit à un adolescent terrifié, chercha un endroit où se cacher. Il fut trouvé recroquevillé dans un grand coffre ou des latrines, une fin pathétique et ignominieuse pour un homme qui s'était proclamé Dieu vivant. Il fut traîné dehors, hurlant pour sa vie, et oxy avec une efficacité brutale. La fureur des soldats, cependant, ne fut pas assouvie par sa mort. Ils cherchèrent non seulement à tuer l'homme, mais aussi à effacer le souvenir de son règne, à purifier Rome de sa souillure par l'acte ultime d'humiliation publique, la damnatio memoria. Son corps fut soumis à un châtiment post-mortem grotesque. Ils tentèrent d'abord de fourrer son cadavre dans une bouche d'égout, mais elle était trop petite. Dans leur rage, ils attachèrent des poids au corps et le traînèrent à travers les rues de Rome, un spectacle horrifiant pour la population urbaine qui avait autrefois assisté à ces grandes processions religieuses. Les foules qui avaient observé ces danses extatiques regardaient maintenant sa dépouille être profanée. L'indignité finale fut réservée au Tibre. Les soldats transportèrent son cadavre mutilé jusqu'au pont Émilien et le jetèrent dans les eaux troubles du fleuve, un nettoyage symbolique de la ville. Le corps de sa mère fut traité avec un mépris similaire et jeté dans le fleuve à ses côtés. Le message était sans équivoque, leur corruption était si profonde qu'on leur refusait une sépulture décente, leurs esprits condamnés à errer sur la terre pour toujours. La purge s'étendit à toute son administration. Ses amants et favoris, les hommes qu'il avait élevés à des postes de pouvoir, furent rassemblés et systématiquement exécutés. Hiéroclès, le cocher carien pour lequel il s'était avili, fut mis à mort. Aurelius Zoticus, son mari éphémère, connut un sort similaire. Tout fonctionnaire, haut ou bas, étroitement associé au régime déchu fut pourchassé. L'Élagabalium, son grand temple sur le Palatin, fut reconsacré à Jupiter. La pierre noire d'Émèse, l'incarnation physique de sa révolution religieuse, fut renvoyée sans cérémonie en Syrie, son bref et tumultueux règne sur Rome prenant fin. Le Sénat, avec un sentiment de profond soulagement, condamna officiellement sa mémoire. Son nom fut effacé de toutes les inscriptions publiques, ses statuts furent abattus et ses lois furent abrogées. Il ne devait être connu officiellement que par son nom de naissance, Varius Avitus Bassianus. Le nom d'Élagabal, le nom de son dieu, devait être oublié. Dans l'immédiat, le pouvoir se consolida sans heurts autour des vainqueurs. Sévère Alexandre, âgé de 13 ans, fut proclamé empereur, avec sa mère, Julia Mamea, et sa grand-mère, l'omniprésente Julia Maesa, agissant comme ses régentes. Rome poussa un soupir de soulagement collectif. Le cauchemar était terminé. Le règne du roi de l'orgie avait été une fièvre brève mais terrifiante, une plongée de 4 ans dans le chaos religieux et social. Sa mort n'était pas seulement un assassinat, c'était un exorcisme. La ville s'était purgée d'une contagion étrangère et avait restauré ce qu'elle considérait comme l'ordre naturel. La machine de propagande se mit en marche à plein régime, cimentant l'image d'Élagabal qui a largement persisté pendant 2 millénaires. Un monstre de dépravation, l'incarnation du tyran oriental décadent, efféminé et cruel. C'était un récit qui servait parfaitement le nouveau régime, justifiant leur coup d'État sanglant et présentant Alexandre comme le vertueux sauveur de la tradition romaine. La réputation historique d'Élagabal fut scellée immédiatement après son assassinat.
Les récits qui nous sont parvenus, principalement de l'historien sénatorial Dion Cassius et de la plus tardive et très sensationnaliste Histoire Auguste, furent écrits par ses ennemis. Ils avaient toutes les raisons de le dépeindre sous le pire jour possible, de créer une caricature de la décadence orientale et de la dépravation sexuelle qui servirait de justification permanente à son renversement. Pour eux, il n'était pas un individu complexe, mais un symbole de tout ce qui n'allait pas dans le monde. L'érosion des valeurs romaines traditionnelles, l'influence corruptrice de l'Orient et les dangers d'un pouvoir absolu sans contrôle entre les mains d'un indigne. Ce récit de l'empereur monstre, du roi de l'orgie, s'est avéré remarquablement durable, faisant écho dans les œuvres d'historiens ultérieurs comme Edward Gibbon, qui voyait son règne comme un nadir du déclin romain. Il devint une mise en garde, un croque-mitaine historique représentant l'échec ultime du leadership impérial. Cependant, une perspective moderne plus nuancée, sans l'exonérer de sa cruauté et de son incompétence politique, cherche à le comprendre dans son propre contexte. Élagabal était, avant tout, un produit de son éducation. Il n'était pas un aristocrate romain mais un prêtre syrien, élevé depuis sa naissance pour être le principal serviteur, et peut être l'incarnation vivante de sa divinité locale. Ses actions à Rome, si choquantes pour le Sénat, étaient une extension logique du but de sa vie, élever son Dieu à la suprématie. Son fanatisme religieux n'était pas une manœuvre politique, c'était une conviction authentique et profondément ancrée. Il tentait d'imposer les traditions syncrétiques et monarchiques de l'Orient hellénistique à un système politique romain qui s'accrochait encore à la fiction de l'empereur comme premier citoyen. C'était un choc culturel et religieux destiné à une conclusion violente. Son célèbre non-conformisme sexuel et de genre peut également être réexaminé. Bien que les histoires de lupanar au palais et de tentatives de chirurgie de réassignation sexuelle soient probablement des inventions hostiles, l'accusation principale qu'il rejetait la masculinité romaine et adoptait une persona féminine semble indéniable. Dans le contexte de son arrière-plan religieux, cela n'était peu être pas une simple préférence personnelle. Dans de nombreux cultes anciens du Proche-Orient, les prêtres pratiquaient le travestissement rituel ou la castration, une pratique connue sous le nom de sacerdoce des Galles, pour mieux servir une déesse. Bien qu'Élagabal fût une divinité masculine, le style de culte extatique, et que les Romains qualifieraient d'efféminé, était une caractéristique clé de nombreux cultes régionaux. Élagabal jouait peu, être un rôle religieux, exprimant sa dévotion d'une manière qui était traditionnelle à Émèse, mais totalement étrangère et odieuse à Rome. Il était, en un sens, la victime d'un profond malentendu culturel. Un homme dont l'identité avait été forgée dans un monde et jugée selon les normes d'un autre. Cela n'excuse pas ses échecs politiques. Ses nominations furent désastreuses, son mépris pour le Sénat était insensé, et sa cruauté était réelle. Il manquait de l'habileté politique de sa grand-mère, du pragmatisme nécessaire pour naviguer dans les eaux dangereuses du pouvoir romain. C'était un zélote, pas un homme d'État, un adolescent doté d'un pouvoir absolu qu'il utilisa pour poursuivre ses obsessions personnelles avec un mépris téméraire des conséquences. Son règne représente une intersection fascinante du pouvoir, de la religion et de l'identité. Il a défié les fondements mêmes de ce que signifiait être romain et de ce que signifiait être un empereur. Il a forcé une confrontation entre les traditions de la capitale et les diverses croyances de son vaste empire. La tragédie d'Élagabal n'est pas seulement celle d'un tyran débauché, mais celle d'un révolutionnaire culturel et religieux qui était trop jeune, trop fanatique et trop politiquement inepte pour réussir. Il a tenté de refaire Rome à l'image de son Dieu, et à la fin, Rome l'a refait en un monstre pour justifier sa destruction. Son héritage est un témoignage du fait que l'histoire est en effet écrite par les vainqueurs, un rappel criard et brutal que la ligne entre un dieu et un monstre est souvent tracée par l'épée. Le règne bref et chaotique d'Élagabal est plus qu'une simple note de bas de page scabreuse dans l'histoire de l'Empire romain. C'est une exploration profonde de la collision entre le pouvoir absolu et l'identité radicale. Il n'était pas simplement un mauvais empereur sur le modèle d'un Caligula ou d'un Néron, dont les tyrannies opéraient dans un cadre romain reconnaissable, bien que terrifiant. Élagabal était tout autre chose. Un étranger qui cherchait non seulement à gouverner Rome, mais à transformer fondamentalement son âme. Son histoire nous oblige à nous confronter à la nature des récits historiques
et à la manière dont ils sont construits pour servir les besoins politiques du présent. L'image du roi de l'orgie est un chef-d'œuvre de propagande politique, une caricature si puissante qu'elle a presque complètement occulté la réalité plus complexe. Le nouveau régime de Sévère Alexandre avait besoin d'un monstre pour justifier le meurtre brutal d'un garçon de 14 ans et de sa mère. Il leur fallait présenter leur coup d'État, non pas comme une prise de pouvoir pure et simple, mais comme un exorcisme nécessaire d'un mal étranger qui menaçait l'État. Ainsi, chaque aspect de l'identité d'Elagabal, qui s'écartait de la norme romaine, son héritage syrien, ses pratiques religieuses ferventes, son expression de genre fluide fut instrumentalisé, exagéré et tissé dans un récit de dépravation monstrueuse. Ce processus d'altérisation est un outil politique intemporel. En présentant Elagabal comme fondamentalement étranger, ses ennemis pouvaient le délégitimer d'une manière que de simples accusations de tyrannie ne le pouvaient pas. Il n'était pas seulement un mauvais Romain, il n'était pas romain du tout. Son règne devient un miroir sombre, reflétant les angoisses de l'élite romaine. La peur de l'Orient, la peur des femmes puissantes, la peur du changement religieux et, être plus profondément, la peur de la dissolution des rôles de genre traditionnels qui formaient le fondement de leur société patriarcale. À une époque où le langage de l'identité transgenre n'existait pas, le désir d'Elagabal de vivre en femme fut présenté comme la preuve ultime de sa folie et de son inaptitude à gouverner. Son histoire est un rappel brutal de la violence que les sociétés infligent souvent à ceux qui transgressent leurs normes les plus profondément ancrées. Il était un grand prêtre issu d'une culture où sa forme de culte était sacrée, et un individu dont l'identité personnelle était en conflit profond avec les attentes rigides de son nouveau rôle. Placé sur le trône du monde, il refusa de faire des compromis, tentant de forcer un empire entier à se conformer à sa réalité personnelle. C'était un acte d'arrogance suprême, mais aussi être, d'une étrange et mal avisée intégrité. Il était, à sa manière, implacablement authentique à ses propres croyances et à son identité, même lorsque c'était politiquement suicidaire de le faire. L'héritage d'Elagabal est donc double. D'une part, il est l'archétype historique du souverain raté, une leçon sur la manière de ne pas gouverner. Son règne fut un désastre marqué par l'incompétence, la cruauté et une incapacité totale à comprendre la culture politique qu'il était censé diriger. D'autre part, il est devenu une figure de fascination pour ceux qui voient en lui une icône proto-queer, un martyr de la conformité de genre, un rebelle qui a utilisé son pouvoir pour vivre sa vérité de la manière la plus publique et la plus provocante qui soit. Bien que nous devions faire attention à ne pas appliquer des étiquettes modernes de manière anachronique, il est impossible d'ignorer le défi radical qu'il a posé à la conception du pouvoir et de l'identité du monde antique. Son règne de 4 ans fut une flamme violente et incandescente qui traversa le cœur de Rome, et dans ses cendres, nous pouvons encore discerner la lutte intemporelle et souvent brutale entre le pouvoir de l'institution et la volonté de l'individu. La chute d'Elagabal et l'ascension de Sévère Alexandre n'inaugurèrent pas, comme l'espéraient les vainqueurs, un nouvel âge d'or. Au lieu de cela, elles marquèrent le début de la fin pour la dynastie des Sévères et une descente dans le chaos encore plus grand de la crise du IIIe siècle. Le règne d'Alexandre, guidé par sa mère Julia Mamae, fut une tentative de remonter le temps, de restaurer la dignité du Sénat et les traditions qu'Elagabal avait si joyeusement profanées. Alexandre était l'anti, Elagabal à tous égards, modeste, sérieux et déférent envers la classe sénatoriale. Il régna pendant 13 ans, une période de tranquillité intérieure relative qui contraste fortement avec le tumulte qui l'avait précédé. Cependant, le problème fondamental qui avait tourmenté l'Empire pendant des décennies demeurait, la dépendance absolue de l'empereur envers la loyauté de l'armée. Alexandre et sa mère, dans leurs efforts pour restaurer le pouvoir civil et réduire les dépenses militaires, finirent par s'aliéner les légions. Ils étaient perçus comme faibles, dominés par une femme, et peu enclins à diriger depuis le front. En 235, alors qu'il était en campagne contre les tribus germaniques, la patience de l'armée finit par céder. Menés par un soldat thrace brutal nommé Maximin le Thrace, les légions du Rhin se mutinèrent, assassinant à la fois Alexandre, âgé de 27 ans, et sa mère, Julia Mamea. La dynastie des Sévères, qui avait commencé par le coup d'État militaire de Septime Sévère, se termina par un autre. L'assassinat de Sévère Alexandre plongea le monde romain dans un demi-siècle d'anarchie.
La période connue sous le nom de crise du IIIe siècle vit l'Empire s'effondrer presque sous le poids combiné de guerres civiles constantes, d'invasions étrangères, de dépression économique et de peste. Au cours des 50 années entre 235 et 284, il y eut au moins 26 prétendants au trône impérial, la plupart d'entre eux étant des empereurs soldats, proclamés par leurs troupes et destinés à ne régner que quelques mois ou années avant de connaître une fin violente. Dans ce contexte de chaos incessant, le règne d'Elagabal prend un autre éclairage. Ce n'était pas une anomalie isolée, mais plutôt un symptôme particulièrement sordide d'une maladie beaucoup plus profonde au sein du système impérial. Le système lui-même était brisé. La dépendance à la puissance militaire, la nature vaste et culturellement diverse de l'Empire et l'absence d'un système de succession clair et stable créèrent une tempête parfaite pour l'instabilité. L'histoire d'Elagabal démontre la fragilité de l'identité romaine à cette époque. L'Empire était une vaste mosaïque de cultures, de religions et de traditions différentes, maintenues par le pouvoir des légions et l'autorité symbolique de l'empereur. Lorsque l'empereur lui-même devint une force de perturbation culturelle et religieuse, l'édifice tout entier fut menacé. La réaction violente contre lui fut une tentative désespérée de l'establishment romain de réaffirmer une identité traditionnelle et conservatrice qui commençait déjà à se fracturer sous les immenses pressions d'un monde mutation. Son règne fut un test de résistance que le système échoua de manière spectaculaire. La propagande qui suivit sa mort ne visait pas seulement à justifier un meurtre. Il s'agissait de créer un ennemi unificateur, un symbole de la corruption étrangère contre lequel une vraie identité romaine pouvait se définir. Ce récit était une forme de thérapie politique pour une élite traumatisée, une façon de donner un sens au chaos en le personnifiant en une seule figure oni. En fin de compte, le récit d'Elagabal est une histoire de frontières. La frontière entre Dieu et mortel, entre hommes et femmes, entre Orient et Occident, entre les désirs personnels du souverain et les nécessités politiques de l'État. Il a franchi chacune de ces frontières avec un abandon téméraire qui était à la fois stupéfiant et catastrophique. Il se dresse comme un monument au potentiel destructeur du pouvoir lorsqu'il est détaché de la sagesse, de l'empathie et du respect pour la société qu'il est censé diriger. Son fantôme hante les ruines du Palatin, un témoignage silencieux d'une époque où un roi prêtre syrien tenta de faire se coucher le soleil sur les dieux de Rome pour n'être finalement consumé que par les ténèbres qui suivirent. Dans la grande tapisserie sanglante de l'histoire romaine, le fil du règne d'Elagabal est tissé de couleurs si criardes et étranges qu'il semble appartenir à un tout autre motif. Pourtant, il fait partie intégrante de l'ensemble, une histoire qui en révèle autant sur Rome que sur le garçon empereur lui-même. L'Empire romain, malgré toutes ses prétentions à l'ordre éternel et à la justice, était un système construit sur la violence et entretenu par elle. Le trône était un prix à saisir, et la garde prétorienne et les légions étaient les arbitres ultimes du pouvoir. Elagabal était un produit de ce système tout aussi sûrement qu'Auguste ou Trajan. Sa grand-mère, Julia Maesa, comprenait parfaitement les règles du jeu. Elle utilisa un mensonge, la promesse de l'or et le souvenir d'un tyran populaire pour placer son petit-fils sur le trône. Elle joua le jeu de la politique de pouvoir romaine avec une habileté impitoyable. Son erreur fut de choisir un pion qui refusa d'être joué, une pièce qui, une fois sur l'échiquier, décida d'inventer ses propres règles. L'histoire est aussi une puissante méditation sur la nature de la foi et du fanatisme. Elagabal était un vrai croyant. Ses actions n'étaient pas celles d'un politicien cynique manipulant la religion à ses propres fins. Elles étaient les actions d'un zélote absolument convaincu de sa propre mission divine. Il arriva à Rome non pas en conquérant, mais en missionnaire, cherchant à convertir le cœur de l'Empire au culte de son Dieu. Il ne comprit pas que la religion romaine était un contrat, une institution publique et politique profondément liée à l'identité et à la sécurité de l'État. Il s'agissait d'orthopraxie, la pratique correcte, et non d'orthodoxie, la croyance correcte. On pouvait croire en n'importe quel nombre de dieux étrangers en privé, mais les rites publics des dieux de l'État devaient être maintenus. La tentative d'Elagabal d'imposer sa foi personnelle, extatique et exclusive à ce système, était une lecture fondamentalement erronée de la culture romaine. Il leur offrit un dieu de dévotion passionné et personnelle alors qu'il voulait un garant divin de la stabilité impériale. De plus, son règne est une illustration frappante du pouvoir du récit à façonner l'histoire.
nous ne connaissons pas, et ne pouvons pas connaître, le vrai Elagabal. La figure que nous voyons est un fantôme construit à partir des récits hostiles de ses ennemis. Chaque histoire de sa dépravation, chaque détail scabreux de ses escapades sexuelles, doit être vu à travers le prisme de l'assassinat politique. Les historiens qui ont chroniqué son règne n'étaient pas des observateurs neutres. Ils participaient activement à la damnatio memoriae, le processus officiel visant à l'effacer de l'histoire et à le remplacer par un monstre. Cela soulève une question intemporelle pour tout étudiant du passé: comment séparer la personne de la propagande? Comment trouver l'être humain enfoui sous la montagne d'invectives? Bien que nous puissions déconstruire les préjugés des sources et contextualiser ses actions dans son contexte religieux syrien, un portrait définitif reste insaisissable. Il demeure une figure enveloppée dans la fumée de l'encens et le brouillard de la calomnie. En fin de compte, l'histoire d'Elagabal est une tragédie, non pas au sens d'un héros noble avec une faille fatale, mais au sens d'une collision catastrophique de mondes inconciliables. C'était un garçon à qui l'on avait donné le pouvoir d'un dieu, un prêtre forcé d'être un politicien, un produit de l'Orient déposé au cœur de l'Occident. Son règne fut un bref ouragan de 4 ans qui déchira Rome, laissant derrière lui une traînée de destruction et un héritage d'infamie. Il se dresse comme un éternel étranger, une figure si étrangère au monde qu'il était censé gouverner que son existence même semblait s'en moquer. Il fut l'empereur qui dansait, qui portait de la soie et du maquillage, qui épousa un homme et une vierge vestale, qui tenta de remplacer Jupiter par une pierre noire de Syrie. Il fut un rêve fiévreux dont Rome se réveilla en lui tranchant la gorge et en jetant son corps dans le fleuve, espérant laver le souvenir du cauchemar. Mais la tâche et les questions que son règne suscite ne pourraient jamais être vraiment nettoyées.